Bonjour, on va faire ensemble le cours d'algèbre bilinéaire, le M2200. Donc, dans ce cours, on va faire une petite extension de ce que vous avez fait l'année dernière en algèbre linéaire. Donc, on va continuer un peu l'algèbre linéaire et puis commencer l'algèbre bilinéaire dans une deuxième étape. Donc, notre travail va consister en 4 chapitres. La réduction des endomorphismes, les espaces duals ou bien l'espace dual, les formes bilinéaires quadratiques et les espaces euclidiens. Dans la réduction des endomorphismes, on va prendre des matrices et discuter un peu le changement de base et les applications intéressantes auxquelles on peut aboutir. Ensuite, on va parler de l'espace dual qui est l'espace des applications linéaires définies sur un espace donné. Puis les formes bilinéaires où on a des formes pas linéaires mais linéaires par rapport à plusieurs variables. Et là, c'est bilinéaire, donc on va considérer deux variables. Et finalement, les espaces euclidiens où ce sont des espaces où on définit un produit scalaire. Donc voici les 4 volets qu'on va discuter. Mais avant, on va commencer par une introduction. Et dans cette introduction, je vais rappeler un peu la similarité entre la définition d'une application linéaire et une matrice, et ensuite les formules de changement de base des matrices. Ce sont des choses que vous avez fait l'année dernière, mais je vais les rappeler parce que ce sont les points de départ pour le premier chapitre, et ça nous intéresse beaucoup. Donc, dans cette première vidéo, je vais parler de cette introduction. Les choses que je vais parler maintenant, ce sont des choses vraiment très essentielles pour notre cours. En d'autres sens, je voudrais que tout le monde comprenne très bien ces points de base, sinon il ne va pas pouvoir suivre le cours comme il faut. D'accord? Donc déjà, je voudrais vous rappeler que la définition d'une application linéaire, déjà c'est quoi une application linéaire ou bien une forme linéaire? C'est une forme qui est donnée dans un espace E dans un espace F, mais qui est linéaire, n'est-ce pas? Et vous savez c'est quoi la linéarité? Donc je prends par exemple, si je prends l'application F qui à x, y fait correspondre 2x plus, disons 5y, ensuite x moins y par exemple. Donc c'est une application qui va de R2 dans R2, n'est-ce pas? Et qui à chaque couple xy fait correspondre l'image qui est 2x plus 5y, x moins y. Donc l'année dernière, vous avez appris que cette forme linéaire, je peux la représenter par une matrice. Et c'est une représentation qui est jolie parce que ça nous permet de ne plus écrire la fonction f ou bien l'application f de cette manière, mais de l'écrire matriciellement. Donc si je vous donne d'autre part une matrice A qui est égale à 2, 5, 1, moins 1, ben en fait c'est une matrice qui représente f. Donc la définition de f peut être de cette manière explicite ou bien de cette manière matricielle. Donc les deux fonctionnent et les deux ont le même sens. Donc je peux définir ma forme linéaire soit de cette manière matricielle ou bien de la manière explicite. Et en fait, il y a une troisième manière pour définir cette application linéaire. C'est en donnant l'image des éléments d'une base de l'espace de départ. Par exemple, si je prends la base E1 qui est égale à 1, 0 et E2 qui est égal à 0, 1, donc c'est la base canonique de R2, et je prends f de E1 qui est égal, bien évidemment, on remplace x, y par leur valeur, ça va donner 2 et puis 1, et f de E2 qui va être 5 et moins 1, donc la donnée des images des éléments de la base de l'ensemble de départ E1 et E2 est aussi suffisante pour définir f. Donc voici trois manières pour définir une application linéaire. Maintenant, je vais insister un peu sur ce point, sur cette définition, la troisième, celle-là. En fait, ce que je suis en train de dire ici, c'est que vous avez une fonction f, et moi je vais donner l'image de deux éléments seulement, E1 et E2. Donc je donne deux images, f de 1 et f de 2, et je suis en train de dire que ça sera suffisant pour définir f en entier. Évidemment, ceci ne fonctionne pas pour tout f. On prend un exemple très simple.
Donc si par exemple vous prenez la fonction x2, d'accord, est-ce que si je choisis 2 points et je vous donne les images de ces 2 points, là ça apparaît que c'est opposé, mais c'est pas le but. Donc je prends un point un peu plus loin, comme ça, hop, et voilà. Donc je prends 2 points. Est-ce que si en donnant l'image de 2 points particuliers, de ces 2 points, ça sera suffisant pour que vous dessinez la fonction en entière? Ben non, évidemment. Évidemment que non. En fait, voilà. Si je donne seulement ces 2 points, donc ça c'est le premier point, ça c'est le second point, est-ce que vous pouvez savoir qu'il s'agit de la fonction x2? Ben, c'est sûr que non, ça fonctionne pas. Mais comment que ça fonctionne ici? Pourquoi je vous dis que si je vous donne l'image de 2 éléments, et là, ces 2 éléments sont les 2 éléments de la base, ou bien la base entière de l'ensemble de départ, ça sera suffisant pour définir f. Ben, c'est parce que f est linéaire. Donc, x2, évidemment, c'est pas linéaire. Mais si je prends une fonction linéaire similaire à celle-là, par exemple, si je prends la fonction y égale 2x, par exemple, et je vous dis que je vais donner, parce que y égale 2x est linéaire, et je vous dis, je vais vous donner l'image d'un point et l'image d'un autre point, évidemment, vous allez savoir que la droite, elle est comme ça. D'accord? Donc, quand c'est linéaire, ça fonctionne. Ça, c'est un exemple banal. Mais si je reviens ici, pourquoi ça fonctionne ici? Parce qu'en fait, l'image de n'importe quel couple XY est égale à l'image de ce couple XY, ou bien ce point, cet élément de l'ensemble de départ écrit comme combinaison de la base. Donc, ce couple XY peut s'écrire XE1 plus YE2. Et ceci en même temps peut s'écrire, parce que f est linéaire, comme xf de E1 plus yf de E2. Et c'est génial, parce que il suffit de savoir f de E1 et f de E2, donc l'image de la base, pour savoir tout cet élément qui est le xf de E1 plus yf de E2, qui est l'image de xy. C'est pour cela que il suffit de savoir les images d'une base pour savoir l'image de n'importe quel autre élément par l'application f. D'accord? Donc, je répète, la donnée de f comme explicite, comme ici, ou bien la donnée d'une matrice A associée, et je rappelle pourquoi cette matrice A associée fonctionne, parce que il suffit, pour savoir l'image d'un point xy, il suffit de faire A fois xy. Donc ça va donner, la matrice A était 2, 5, 1, moins 1, donc c'est 2, 5, 1, moins 1, fois xy, et ça donne 2x plus 5y, 1x, ou x point y. Et voilà, c'est exactement f. Vous voyez? Donc, la donnée de la matrice A associée, la donnée de la fonction f, ou bien l'application f explicite, ou bien la donnée de l'image d'une base, ce sont 3 choses qui sont exactement équivalentes. D'accord? Et je tiens maintenant alors à préciser que ce A-là, d'où il vient, en fait, ce A n'est autre que, le A que j'ai écrit en haut, n'est autre que la matrice de la fonction f, ou bien l'application f, est dans la base canonique de R2. C'est l'image de la base canonique en fonction de cette même base canonique. Donc, si je prends l'image de la base canonique, elle est là. f de 1, c'est 2, 1. Si je veux écrire 2, 1 en fonction de la base canonique, donc 2, 1 s'écrit 2E1 plus 1E2. Donc, ces composantes qui sont là auront leur emplacement ici, 2, 1. Donc, c'est f de E1. Donc, je vais effacer f de BC ici pour écrire clairement. C'est f de E1, f de E2. Donc, ça, c'est le f de BC en fonction de E1, E2. Ben, pareil pour f de E2, c'était quoi? C'était 5 moins 1. Et voilà. Et là, c'est de cette manière que je construis cette matrice A qui est associée à l'application linéaire f
définie dans la base canonique dans l'ensemble de départ. Donc ici, il s'agit de R2. Donc on a appelé cette définition de la forme linéaire les définitions disons triphasées à trois définitions identiques, et on a rappelé comment on construit la matrice de F dans cette base canonique. Maintenant, il est clair que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, cette écriture matricielle que j'ai faite, elle dépend de la base que je choisis, la base avec laquelle je travaille. Donc, et si on change de base, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut changer de base? Oui. Si on change de base, tous les nombres que vous voyez ici vont changer. La base va changer, A va changer, F va changer et tout. D'accord? Ils vont changer, mais la matrice aura le même effet, ou bien l'application aura le même effet sur les éléments. Je continue mon exemple pour voir ça. Si je prends par exemple la matrice A', d'accord, qui est égale à 7, moins 7, 5, moins 6. Et je vous dis que cette matrice, c'est la matrice d'une application F écrite dans une base que je vais appeler B1. Avec la base B1, c'est la base donnée par exemple, le U1 et U2. Avec U1, c'est le vecteur 1, 1. Dans R2, on est toujours dans R2. Et ensuite, 0, 1. Donc ça, c'est une base de R2. Et je donne cette matrice dans cette base. D'accord? Et j'avais avant la matrice A qui était donnée par 2, 5, 1, moins 1, qui était la matrice de l'application F dans la base canonique. Avec la base canonique, évidemment, c'est 1, 0, 0, 1. D'accord? Donc ça, c'est E1, E2, et là, disons, c'est U1, U2. Ok? Là, je dis que c'est la matrice associée à l'application F. Parce que les nombres que j'ai mis ici, 7, 5, moins 7, moins 6, ne sont pas au hasard. D'accord? Je dis que toutes ces deux A, le A et le A', toutes les deux matrices sont associées à la même application F, mais dans deux bases différentes. Qu'est-ce que ceci veut dire? D'accord? On a deux matrices différentes. Si on regarde ces deux matrices, on n'a aucun moyen de voir visuellement que ces deux matrices sont liées. Mais pourtant, ils sont en train de représenter la même application linéaire F. Je vais vous montrer comment. Si je prends par exemple un vecteur, par exemple, soit le vecteur V égale 2, 2. D'accord? Quelle est l'image de V par F? Donc F de V, c'est quoi? Donc le meilleur moyen pour calculer ça, attendez, le V que j'ai donné ici, je vais supposer qu'il est donné dans la base canonique, donc égale 2E1 plus 2E2. Donc c'est V donné dans la base canonique. Donc maintenant, pour calculer le F de V, alors, je vais utiliser la matrice qui est donnée dans la base canonique, qui est celle-là. Donc, c'est 2, 5, 1, moins 1, fois 2, 2. Et donc, ça va donner 4 plus 10, donc c'est 14, et 2 moins 2, c'est 0, et voilà. D'accord? Donc, c'est le vecteur, l'image, c'est le vecteur 14, 0. Maintenant, si j'écris V, ce même V, au lieu qu'il soit dans la base BC, maintenant je vais l'écrire dans la base B1. Donc, il va être égal à 1U1, pardon, c'est 2U1 plus 0U2, n'est-ce pas? Parce que U1, c'était quoi? C'était 1, 1. Donc, il suffit de mettre 2 fois U1 et j'obtiens le vecteur V2. Donc, F de V, maintenant, c'est quoi? C'est la matrice A', parce qu'on est dans la base B1 maintenant, donc qui est 7, 5, moins 7, moins 6. Donc, 7, 5, moins 7, moins 6, fois le vecteur 2, 0. D'accord? Donc, ça donne quoi? Ça donne le vecteur 7 fois 2, c'est 14 plus 0, donc c'est 14. Ensuite, moins 7 fois 2, c'est moins 14 plus 0, donc c'est moins 14. Et vous me dites, ben, c'est pas la même chose. Ce sont deux vecteurs différents. Ben oui, mais là, le premier, c'est donné dans la base canonique, et là, c'est donné dans la base B1. Donc, essayons de dessiner ce qu'on a obtenu ici. Donc, si je prends le repère,
D'accord? Le premier vecteur donné dans la base canonique, donc la base canonique c'est ça, c'est 1, 1. Donc le vecteur c'est 14, 0, donc on va compter 14 ici. D'accord, donc je vais réduire un peu l'échelle, la mettre petite. 14, 0, donc le vecteur résultant, c'est bien celui-là. D'accord, parce que c'est 14, 0 avec une longueur de 14. Ensuite, c'est quoi le vecteur qui est donné ici? Le second vecteur. Donc c'est le vecteur déjà donné dans la base B1. La base B1, je vais la dessiner là en bleu, disons. En bleu. Donc c'est la base comme ça, U1, et U2 c'est là. D'accord. Et dans cette base, j'ai mis l'échelle un peu longue ici, juste pour le voir, mais j'ai pris l'échelle petite pour que 14, je peux le faire apparaître sur l'axe. Donc, le vecteur, c'est 14 moins 14. Donc, on fait 14 pas dans cette direction et 14 pas opposés à la direction du deuxième vecteur de la base. Donc, on va monter 14 pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14. On est là. Et puis, on va descendre opposé à l'autre 14 pas. Donc, on revient ici. Et donc, notre vecteur résultant sera celui-là. Donc, c'est le même que le jaune. D'accord? Donc, ce qu'on a fait ici, c'est que je vous ai montré comment, en prenant un vecteur, si je calcule son image par f, et en utilisant la première représentation de f dans la première base, j'obtiens un vecteur résultant, ou bien un vecteur image. Et si je calcule son image par f donné dans l'autre base, j'obtiens exactement le même résultat, mais dans une représentation différente, dans une autre base. Mais graphiquement, ou bien physiquement, si je suis en train de calculer l'image d'un vecteur d'une force physique par une certaine application, le résultat physique c'est le même, mais c'est la représentation qui a changé. Et ça c'est très important, parce que ces deux représentations, alors, ils sont liés, ils ne sont pas aléatoires. Et on dit que A et A' sont deux matrices semblables. Ça veut dire quoi semblable? Donc ça signifie que je peux obtenir une des deux en fonction de l'autre. Et en fait, c'est ça ce que je peux écrire. On peut dire que M, la matrice de F dans la base B' est égale à la matrice identité de B dans la base B' fois la matrice de F dans la base B fois la matrice de l'application identité de B' dans la base B. Et c'est une formule que vous connaissez depuis l'année dernière. Donc, je vais mettre un cadre blanc. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez depuis l'année dernière. C'est une relation qui va lier la matrice de F dans la base B à la matrice de F dans la base B'. Et qu'est-ce que j'utilise ici comme deux matrices que je multiplie? C'est celle-là et celle-là. Et ces deux matrices, c'est quoi? En fait, celle-là ici, ce n'est autre que P, B', B. Donc, c'est la matrice de passage de B' à la base B. Et ce qui est ici, c'est la matrice de passage de B à la base B'. Donc, celle-là, la matrice de passage de B' à B, je peux dire que c'est la matrice de passage de B à B', mais c'est son inverse. Donc, c'est l'inverse de la matrice de passage de B à B'. Donc ça donne, si vous voulez, P-1 M F B fois P, avec P étant la matrice de passage de B à B'. Et pour être plus clair, cette matrice de passage de B à B', puisque c'est la matrice identité B', donc c'est la matrice donnée par l'identité de B', l'application identité, c'est la matrice qui fait associer à tout élément lui-même. Donc l'identité de B', ce n'est autre que B' en fonction de la base B. D'accord? Donc il suffit de mettre les vecteurs de la base B' en fonction de la base B. Et en premier lieu, là c'était l'inverse. Donc P-1 c'est l'inverse de celle-là. Donc je reprends mon exemple que j'avais.
le A' que j'avais, c'était 7, 5, moins 7, moins 6. Donc, 7, 5, moins 7, moins 6. Et si je suis la formule, ça doit être égal à, déjà la matrice inverse de P, je vais dire que c'est quoi le P, fois la matrice initiale qui est MFB, donc dans notre cas ici c'est le A, et le A c'était 2, 5, 1, moins 1, fois la matrice P. Et la matrice P, c'est la matrice de passage de la base canonique à la base B1. Donc c'est la base B1 en fonction de la base canonique. Donc la base B1 c'est quoi? C'est U et V. Le U c'était c'était quoi le U? Donc déjà c'était, pardon, c'était U1, U2. Le U1 c'était 1, 1. Donc dans la base canonique E1, E2, ça s'écrit 1, E1 plus 1, E2. Donc on a 1 et 1. Et puis le U2 c'était égal à E2. Donc c'est 0, U1 plus 1, E2. D'accord? Donc ça c'est parce que U1 c'est 1, E1 plus 1, E2. Et U2 égale 0, E1 plus 1, E2. Et donc, si je calcule l'inverse de cette matrice, son inverse va donner, vous pouvez essayer de le faire, hein, son inverse va donner 1, 0, moins 1, 1. Et si vous essayez de multiplier tout ça, vous allez obtenir la matrice A'. Donc, c'est la formule qui va lier une matrice dans une certaine base à une autre matrice dans une nouvelle base, en la multipliant à droite et à gauche par la matrice P, la matrice de passage de la base B à la base B' et son inverse. D'accord? Je rappelle aussi une deuxième formule que j'ai appris l'année dernière. C'est la formule pour transformer un vecteur d'une base à une autre. Donc si vous avez un vecteur X donné dans une base B', ça va être égal à la matrice de passage de B' à B fois X dans la base B. Donc la matrice de passage de B' à B, c'est la matrice que je viens de définir ici. Donc c'est la matrice identité B, B'. D'accord, donc c'est la formule qui est là, celle-là, et la formule qui est là, ce sont deux formules que vous allez mémoriser par cœur, parce que c'est super important dans tout le cours qu'on va faire. D'accord, vous allez les mémoriser et les comprendre, parce que si vous ne les comprenez pas, ça sert à rien, on ne peut pas les appliquer. Voilà, donc là maintenant j'ai rappelé ce que je souhaite rappeler. Maintenant, la question qui se pose est la suivante. Et qu'est-ce qui se passe si la matrice A' était diagonale? Donc j'ai dit, on va transformer la base, on peut trouver une représentation de l'application F, mais dans une nouvelle base. La question est la suivante. Si cette nouvelle base fait que la nouvelle matrice A' était diagonale, est-ce que ceci est quelque chose d'intéressant? En fait, dans ce cas, on va voir un truc qui ressemble à ça. Donc, lambda 1, lambda 2 avec des zéros ici, égale à P-1 à P. D'accord? Donc, cette matrice A' sera diagonale. Et donc, c'est intéressant parce que cette nouvelle représentation nous permet de faire les calculs beaucoup plus simples. Donc, si vous voulez calculer l'image d'un certain vecteur par la matrice diagonale, c'est beaucoup plus simple à calculer. C'est lambda 1 fois la première composante, et puis lambda 2 fois la deuxième composante. Et c'est ça l'image, donc c'est beaucoup plus facile à calculer. Ensuite, c'est plus joli à interpréter. Pourquoi? Parce que si je vous montre la matrice A que j'avais avant, donc avant j'avais A par exemple, c'était 2, 5, 1, moins 1. Et je vous demande de donner une interprétation géométrique à ceci. Vous allez dire, oui, je multiplie la première composante par 2 et la deuxième par 5, je les additionne, et ça donne la première composante du vecteur résultant. Et puis, ensuite, je multiplie la première composante par 1 et la deuxième par moins 1, je les additionne, et ça donne... Donc, ça n'a pas une interprétation qui est intéressante. Mais si je vous dis que votre matrice est diagonale, comme celle-là, et vous allez calculer l'image d'un certain élément par cette matrice diagonale, en fait, je multiplie la première composante par lambda 1 et la seconde par lambda 2. C'est comme si je vous dis que je vous donne un nouveau vecteur V. Donc je vais supposer que cette matrice-là, c'est une matrice F dans une base B'. D'accord?
qui est là. Donc, si je vous donne un vecteur V écrit dans la base B' par, je sais pas, x, y, donc, l'image de ce vecteur-là, qui n'est autre que, je vais mettre ici A' pour simplifier, qui n'est autre que A' fois VB', donc l'application F appliquée à ce vecteur V, si toutes mes représentations sont dans B', va donner une homothétie pour VB', ça va prolonger la première composante de lambda 1, ou bien contracter si lambda 1 est négatif. Donc, on va multiplier la première composante par lambda 1 et la deuxième par lambda 2. Donc, c'est comme si je vous dis, ce VB', sa première composante va augmenter, va doubler, et la deuxième va tripler. Et c'est quelque chose que je peux voir, je peux le lire. Ok. Pourtant, le A initial, je ne pouvais pas le lire. Ça n'avait pas de sens lisible, disons. Donc, si votre vecteur, par exemple, il est là, je sais pas, d'accord? Donc, on va regarder sa première composante pour la prolonger, la deuxième pour la prolonger, et ça va donner son image. Mais maintenant, ma question est la suivante. Et si ce vecteur était le premier vecteur de la base B', d'accord? Qu'est-ce qui se passe si je calcule son image? En fait, si c'est la première composante, donc c'est quelque chose qui a une composante non nulle, la première composante non nulle et la seconde est nulle. Donc, il suffit de multiplier, quand je multiplie A fois ce vecteur-là, je vais prolonger ce vecteur de facteur lambda 1 et dans sa même direction, quoi. D'accord? Donc, la deuxième composante ne va pas avoir, disons, la deuxième ligne de la matrice ne va pas avoir aucun effet sur ce vecteur parce que ce vecteur, il a une première composante non nulle et la seconde est nulle. Et pareil pour le second vecteur de la base. Donc, qu'est-ce que je dis là? C'est que si je peux trouver cette base, c'est vraiment très intéressant. Et ces lambda 1, lambda 2, je vais les appeler les valeurs propres. Et les V1, V2 associés, donc cette base B' va être l'ensemble des vecteurs propres. D'accord? Donc, dans ce premier chapitre, ma tâche initiale, c'est de chercher les valeurs propres et les vecteurs propres associés à une matrice. Donc, chercher cette base dans laquelle la matrice sera écrite comme diagonale. À quoi ça sert ces vecteurs propres? Ça sert dans beaucoup de domaines. Ça sert par exemple à interpréter si un système linéaire admet une solution ou pas. Parce que, comme vous voyez, si cette matrice elle admet une valeur propre qui est égale à 0, donc on va avoir une ligne qui est égale à 0. Donc A fois X égale B, le système linéaire A fois X égale B n'aura pas de solution. Donc, c'est important pour la résolution des systèmes linéaires. Donc, c'est important aussi, par exemple, pour calculer des puissances. Pourquoi? Parce que la puissance de A, si elle est diagonale, c'est facilement calculable. Donc A3, qui est A fois A, si A est diagonale, c'est facile parce que ce sont la diagonale lambda 1, lambda 2 à la puissance 3. Donc c'est facile pour le calcul des puissances des matrices, évidemment. Donc c'est important pour calculer, puisque je calcule les puissances, donc je peux calculer les limites quand n tend vers l'infini de AN. Donc limite de ce AN qui a des applications importantes. C'est important pour faire des études de marché, c'est important en mécanique quantique. Il y a plein d'applications qui relèvent des valeurs propres et des vecteurs propres. D'accord? Et c'est important aussi pour dissocier les variables. Je vous donne un exemple. Et c'est un exemple qui est très bien connu. Si on prend par exemple un système d'animaux qui vivent ensemble, de deux espèces d'animaux qui vivent ensemble, telle que la première espèce, c'est une espèce prédateur qui se nourrit de la seconde espèce. D'accord? Maintenant, on voit très bien que si la première espèce mange beaucoup d'animaux de la seconde espèce va commencer le nombre de la seconde espèce va diminuer. Et quand ça diminue,
ça affecte quoi? Ça affecte la première espèce, parce que la première espèce n'aura plus assez de nourriture, donc ils vont se multiplier moins, donc la première espèce va diminuer de taille aussi. Et quand la première espèce diminue de taille, donc il y aura plus beaucoup d'animaux pour manger les autres, donc la deuxième espèce va réaugmenter de taille, et ainsi de suite. Donc cette dépendance, si on souhaite résoudre ce système, en fait c'est un système d'équation différentielle, c'est un système qui a cette tête-là, dy sur dt avec dx sur dt égale quelque chose en fonction de xy et quelque chose en fonction de xy. Donc c'est un système qui dépend de xy en tout point, ou bien tout le temps. Et pour résoudre ce système, c'est très compliqué. Mais si je transforme ce système en un système où dans la première équation je n'ai que x et dans la deuxième je n'ai que y, ben c'est génial parce que ça sera beaucoup plus simple à travailler dessus parce que la dépendance elle est compliquée. Et donc là aussi les valeurs propres ont un intérêt, un très grand intérêt. Voilà. Donc là j'ai fait le rappel que je souhaite faire avec, j'ai introduit pourquoi les valeurs propres sont intéressantes. Donc dans la prochaine vidéo je continue le chapitre. On va commencer vraiment à parler des vecteurs propres, comment je les calcule et comment je peux être sûr que la matrice admet des valeurs propres, etc. Et comment je construis les matrices diagonales.